Merci Marine. Merci Elisabeth, parce que les bonnes questions ont été posées au départ. Il y a la question de la confiance, il y a aussi la question du but. Moi, je trouve que c'est intéressant. Quel est le but ce matin? On a beaucoup parlé de partage de l'information. Et cette information, elle n'a de sens que si elle est partagée. Encore faut-il savoir quelle est la finalité de ce partage. Et je pense qu'avec Open Food Facts, on pourra aussi en parler. C'est un peu ce qu'on va voir au cours de ces 3 tables rondes qui se suivent. C'est une vraie table ronde, hein, vous avez vu, qui sont vraiment... qui utilisent le même... Il y a un fil directeur, hein, qui est en gros comment le numérique peut nous aider aujourd'hui à inventer de nouveaux rapports entre les différents intervenants de la filière et générer de nouveaux comportements alimentaires, peut-être, ça c'est peut-être plus difficile, mais c'est vraiment ça, pour moi, le fil conducteur de cet après-midi. Et nous allons commencer donc pour cette première table ronde autour de la question qui a été posée, agriculture, alimentation, restaurer la confiance, ce qui suppose que la confiance est dégradée. Elisabeth nous a donné quelques indications allant dans ce sens. Et la société s'empare des produits numériques. Donc, en quoi la société civile peut-elle aider à restaurer cette confiance? Je vais commencer par le commencement. Peut-être Nicolas, donc, vous qui êtes maître de conférence à AgroParisTech et coordonnateur de cette fameuse chaire ANCA, alimentation, nutrition et comportement alimentaire, vous qui étudiez les comportements des consommateurs, vous la constatez, vous, cette défiance des consommateurs, elle est palpable? Alors, défiance ou crise de défiance, je ne saurais pas exactement dire. Pour dire qu'il y a une crise de confiance, il faut déjà observer un phénomène qui s'amplifie ou qu'il y ait une rupture. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une constance qui est... ces questions d'alimentation nous interrogent. Et ça, c'est quelque chose d'assez constant dans l'histoire des sociétés humaines. Donc je ne saurais pas bien répondre à votre question. Par contre, ce qui est inédit aujourd'hui, on a commencé à le souligner lors des discussions précédentes, ce qui est véritablement nouveau, c'est qu'on a accès à une quantité d'informations qui est véritablement en rupture profonde avec les informations qu'on avait jusqu'à présent, ou la quantité d'informations qu'on avait jusqu'à présent. Donc, et que le numérique va contribuer à augmenter encore plus, sans doute. Qui est rendu possible en très grande partie par le numérique. Hein, Et donc, à la Chiranka, vous essayez de comprendre les informations dont le consommateur a besoin, sur quoi il va bâtir son choix. Alors, c'est presque ça. Merci. Donc moi, je suis enseignant-chercheur, je suis chercheur en neurosciences et je m'intéresse au processus de prise de décision, notamment au processus de prise de décision alimentaire. Donc j'exerce dans un laboratoire INRA, à AgroParisTech, ici à Paris. Donc je m'intéresse à la fabrique du comportement alimentaire. Et dans le prolongement de ces activités, depuis maintenant 6 ans, je coordonne une chaire de mécénat qui travaille sur les questions de transmission des savoirs, des connaissances et des informations autour de l'alimentation et de la santé, de transmission auprès de différents publics. On s'intéresse non seulement à essayer de construire des programmes pédagogiques, mais aussi à essayer de comprendre comment ces programmes pédagogiques, ces informations, toute cette communication autour des liens entre alimentation et santé est de nature à changer les comportements alimentaires ou à faire émerger des nouvelles façons de s'alimenter. Donc je viendrai probablement avec beaucoup plus de questions que de réponses. Hein. Moi, c'est quelque chose de très nouveau pour la communauté des chercheurs qui s'intéressent au changement de comportement et au comportement alimentaire. Donc aujourd'hui, on a relativement peu de réponses sur comment est-ce que ces informations sont de nature à changer les comportements alimentaires. Des chercheurs qui se posent des questions, c'est quelque part une bonne nouvelle quand même. Vous, Cédric, vous apportez des réponses déjà. Hein, donnez aux consommateurs les infos nécessaires pour qu'ils fassent le bon choix en matière de poissons, puisque vous avez développé cette fameuse appli Planète Océan, que tout le monde a téléchargé, j'espère, déjà. Moi, je l'ai fait. Alors, faites pas comme moi je l'ai utilisé après être allé chez le poissonnier. Ça, c'est pas terrible. Ça marche quand même. Oui, ça marche quand même. C'est un petit peu frustrant. Mais c'est quand même ça l'objectif, c'est de donner au bon moment, au bon endroit, l'information que le consommateur cherche. C'est ça. Bonjour. Effectivement, l'objectif de cette application, c'était de donner l'information au consommateur, et notamment par la technologie, par l'application, c'est de la transporter avec lui aussi sur le lieu de vente. C'est de l'aider vraiment au moment de son acte d'achat. On s'est intéressé sur le poisson parce que, pour revenir sur ce
sur ce que disait l'intervenant précédent sur la crise de confiance. Peut-être que le poisson n'a justement pas assez bénéficié d'une crise de confiance, qu'a eu la viande notamment. La viande, il y a eu une véritable défiance du consommateur. Les scandales alimentaires sont passés par là. Dans le cadre du poisson, on n'a pas eu encore cette prise de conscience sur notre acte d'achat et sur le poisson. Aujourd'hui, je suis sûr, même si j'ai en face de moi un panel de beaucoup de convaincus, qu'on est encore peu, quand on fait nos actes d'achat et notamment de poisson, à se dire, tiens, sous la panure du poisson pané, est-ce qu'il y a du colin, du lieu, du cabillaud? Et est-ce que ça fait finalement une vraie différence? Et donc nous, on est parti de ce constat-là, en se disant, les gens ont vraiment besoin d'informations. Et c'est pour ça que chez Good Planet, on a fait cette application, et qui, je l'espère, va pas simplement sur le fait de dire, vous pouvez faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, mais de le justifier. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'expliquer, on a besoin de pédagogie. Donc il s'agissait évidemment de donner un conseil consommation extrêmement concret, mais aussi de l'accompagner de la démarche. C'est-à-dire que moi, il est presque plus important dans notre démarche que les gens fassent le bon choix de poisson, qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Quelle espèce je consomme? Où est-elle pêchée? Comment est-elle pêchée? Voilà autant de choses qui sont pour nous importantes en termes de pédagogie et qui sont aussi importantes à l'autre bout de la chaîne de la filière, pour aussi être capable ensuite, sous cette forme de pression des consommateurs, être capable aussi d'augmenter son niveau d'exigence et de satisfaire ces demandes qui viennent du consommateur. C'est ça. En gros, vous leur apportez des réponses pour qu'ils se posent de nouvelles questions. C'est ça, mais ma difficulté, c'est qu'il faut qu'ils aient les réponses à leurs questions. Quand même, oui, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que c'est là où le travail devient intéressant, c'est qu'il faut absolument les deux bouts de la chaîne dans cette histoire. La pêche est un sujet scientifique extrêmement compliqué. Savoir pourquoi un stock halieutique est préservé, pourquoi un autre ne l'est pas, ça implique un nombre de facteurs extrêmement important. Et si moi je vais loin dans la pédagogie en expliquant des choses assez pointues pour que les gens comprennent, eh ben, il faut qu'en face, quand le client est sur son étal, il ait les réponses à ces questions. Donc le challenge aussi pour nous, c'est d'accompagner les professionnels du poisson, quelle que soit leur échelle, eh ben, à être forcément plus transparent, à fournir l'information. Voilà, parce que ça, si nous, chez Good Planet, on fait ce travail de donner la bonne information pour faire le bon choix, si en face, le consommateur n'a pas les réponses, on a quelque part raté le coche. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce genre de problématique. Et on parle de confiance, c'est effectivement nous donner l'information et qu'en contrepartie, eh ben, les professionnels de la filière jouent le jeu de rendre accessible cette information. Rendre accessible l'information, c'est un peu votre job, Stéphane. Pas dans le poisson frais, mais dans le poisson préparé, oui. Et vous êtes vraiment un acteur connu, je pense que tout le monde connaît ici, du combat pour la transparence de l'information, auquel vous avez ajouté un aspect collaboratif, qui est peut-être intéressant à noter, puisqu'il nous ramène au sujet de notre table ronde, moyennant quoi vous avez donc déjà des dizaines de milliers de produits référencés. On en a plus de 100 000 même. Bonjour à tous. Donc OpenFoodFact, juste en 30 secondes pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore, c'est une sorte de Wikipédia pour les produits alimentaires. On est une association de citoyens et on est à peu près 5 000 aujourd'hui à aller dans les magasins ou même dans notre cuisine à scanner des codes barres, prendre des photos de listes d'ingrédients, de tableaux nutritionnels, etc. Et on met ça dans une grosse base de données qui est accessible à toutes et tous et pour tous les usages. Alors pourquoi on fait ça ? On a beaucoup parlé depuis ce matin de l'impact de l'agriculture sur l'environnement, sur la société, l'emploi, etc. Il y en a un autre, alors tout ça c'est bien sûr, et il y en a encore un autre sujet qui est la santé. Vous avez peut-être vu il y a 2 semaines dans la presse, il y a les résultats d'une étude qui sont sortis pour dire qu'en France, chez nous, il y a un adulte sur 2 en surpoids. Et l'assurance maladie estime le coût du surpoids et de l'obésité à 20 milliards par an. Donc c'est un sujet hyper important. Alors avec des données qu'on est allé chercher justement sur ces produits, il y a des applications évidentes comme décrypter les étiquettes, voir les additifs, etc. Mais ce qui est surtout intéressant quand on a des données dans une base de produits, c'est d'aller comparer les produits entre eux. Si je vous demande d'aller au Franprix du coin et d'aller chercher le paquet de gâteaux qui est le plus sain, le moins sucré, le moins gras, etc., il va falloir aller retourner tous les paquets dans le magasin, aller regarder ce petit tableau alimentaire, etc. Ça va vous prendre 1 heure et il y a une bonne chance sur 2 pour que le vigile vous empêche de le faire.
Alors que voilà, avec un outil informatique, on peut, en quelques clics, je peux dire, je veux voir tous les gâteaux au chocolat avec sur un axe le sucre et sur un autre axe le gras. Oui. Et comme ça, on peut choisir. C'est ça l'idée, c'est d'avoir des informations pour que nous, en tant que consommateurs, on puisse choisir. Oui, alors l'outil informatique permet d'accéder à toutes les informations, il ne permet pas forcément de les décrypter. Ce qui est intéressant dans votre démarche aussi, c'est que au nom de l'open data, vous donnez accès à vos données et vous permettez à des gens de développer des outils de service. Il y en a un qui a fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est le travail sur le fameux score nutritionnel 5C. Alors oui, effectivement, nous on est très contents. En fait, de l'open data, contrairement à ce qu'on a entendu ce matin, nous par exemple, on n'essaye pas du tout de valoriser nos données, on ne les vend pas, on les donne. Et non seulement on les donne, mais on permet à tout le monde de les réutiliser pour tout faire. Et là, aujourd'hui, il y a une trentaine d'autres services et applications qui utilisent nos données dans tout plein de domaines, pour des gens qui s'intéressent par exemple à l'huile de palme ou au sel, etc. Et il y a un utilisateur qui est le professeur Erkberg, qui est justement à l'origine des notes ABCDE dont on parle en ce moment et qui était prévu par le projet de loi santé, enfin par la loi santé de ce début d'année. Et là où on est très content, c'est qu'il nous a demandé nos données pour pouvoir justement valider son modèle et voir que ça permettait, que ces notes ABCD, ça permettait bien de discriminer les produits et que si on regardait le rayon des céréales, on avait bien des céréales notées A, B, C, D et E pour qu'on puisse choisir. Vous avez d'autres exemples d'exploitation par des tiers de vos données qui permettent comme ça d'offrir des services aux consommateurs ? Oui, alors on a beaucoup d'applis mobiles qui permettent de regarder un aspect particulier, effectivement par exemple l'huile de palme. On a aussi des gens comme Terraillon qui font une balance connectée, qui est une balance de cuisine, qui se permet de scanner des aliments et justement de regarder le côté nutritionnel. Quelque chose, je voulais juste revenir sur un point dont tu parlais tout à l'heure, c'était le fait qu'on pouvait agir en situation d'achat et que le numérique ne pouvait pas tout. Et c'est ça que je trouvais ça intéressant moi, dans ces notes, dans cet étiquetage nutritionnel simplifié, c'est que l'idée, c'est que ça ne soit pas dans notre poche, dans un mobile, et que ça soit pour des gens comme nous qui avons le temps, qui avons l'intérêt de regarder, c'est que ça soit disponible sur la face avant des paquets pour que, voilà, en situation d'acte d'achat, on puisse faire cette différence. Ok. Nicolas, comment vous réagissez à ces deux expériences concrètes ? Est-ce que c'est des choses comme ça qui sont de nature à changer les comportements ou est-ce que ça suffira pas ? C'est toujours pareil, est-ce que le numérique est au service du changement des comportements ? Alors, ma réaction, c'est... Alors d'abord, mon point de vue de chercheur, c'est que c'est formidable, puisqu'en fait, ça ouvre un champ de recherche qui était jusqu'à présent assez peu exploré. Et du coup, moi qui travaille sur comment est-ce que, quand on donne de l'information aux gens, comment est-ce que cette information est intégrée et comment est-ce qu'elle est donc, susceptible de changer les comportements, moi je trouve ça formidable d'avoir tout ce matériau disponible et ces nouvelles perspectives de recherche. Aujourd'hui, je ne saurais pas vous répondre. Par contre, est-ce que donner une information change les comportements ? C'est quelque chose qui est encore très très discuté. Et on voit bien qu'en fait, il y a beaucoup d'informations. Là, on a peut-être deux approches différentes. Une approche sur la composition des produits, qui est un type d'information qu'on peut donner. Et puis, on a une approche sur les conséquences environnementales et sociales, peut-être, des actes de consommation. Ça, c'est deux types d'informations qui sont très différents, qui sont intégrés par certains consommateurs, peut-être pas intégrés par d'autres. Je pense qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a un consommateur, mais il y a plein de consommateurs avec des critères de décision qui sont extrêmement variés. Du coup, c'est très possible qu'une des conclusions dans quelques années soit il n'y a pas une solution pour améliorer la qualité de l'alimentation. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont des pistes de recherche très intéressantes qui posent beaucoup de questions. On a du très concret, on a des expériences en situation réelle, on a beaucoup de laboratoires qui s'emparent de ces questions-là. Et rendez-vous dans quelques années pour conclure sur ces différentes expériences. Je pense que parmi toutes les questions qu'on peut se poser autour de ces dispositifs, que ce soit de l'étiquetage, que ce soit d'apporter de l'information sur la consommation, sur ce qu'il y a dans les produits, ou que ce soit sur les conséquences environnementales, notamment des actes d'achat, par exemple pour ce dont vous discutiez sur le poisson. Ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de comprendre qui sont les gens qui sont touchés et qui modifient
leur comportement alimentaire grâce à ces dispositifs, qui sont les gens qui sont indifférents, et pour quelles raisons ils sont indifférents à ça. Est-ce qu'on touche les vieux, les jeunes, les pauvres, et in fine, est-ce qu'on améliore la qualité, au sens très très large, de l'alimentation de ces personnes-là. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont... ce qui est bien quand on est chercheur, c'est qu'on peut être très très prudent. du coup, c'est des choses sur lesquelles moi, j'ai pas de réponse, mais je suis avec beaucoup d'attention les différents travaux qui sont menés sur ces questions-là. Et vous, Cédric, vous savez qui utilise l'appli comment les gens l'utilisent? Vous avez des retours? Bon, alors difficile déjà d'avoir des données pour nous très précises sur le panel de nos utilisateurs, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de dire malheureusement, on sait qu'on touche déjà un panel de convaincus. Ça, c'est la grande difficulté. C'est-à-dire que nous, dans le cadre de nos produits, évidemment, forcément, les premières personnes qui vont aller vers nos produits, c'est ce premier cercle de convaincus. Alors que notre objectif, justement, il est d'aller chercher le cercle suivant. On a quand même eu 25 000 téléchargements, 25 000 personnes qui ont utilisé cette application. Donc, pour nous, en tant qu'ONG, on le considère comme un succès grand public. On est plutôt satisfait de l'usage. On a des retours utilisateurs qui nous disent l'utiliser, qui nous disent qu'elle leur rend service. On a des professionnels aussi, qui du coup, ce qui est intéressant, c'est le retour des professionnels qui disent oui, j'ai eu des clients qui s'en sont servis. Oui, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé tiens, d'où vient ton poisson, comment c'est pêché. Donc du coup, on voit évoluer quelques comportements. Mais effectivement, je pense qu'on n'a pas encore... on n'est pas encore arrivé au grand public au sens large comme on aimerait. Et le poisson est un sujet éminemment important. 85% des espèces aujourd'hui marines sont pleinement exploitées ou surexploitées. Un tiers des espèces marines sont en train de disparaître liées à la surpêche. Donc aujourd'hui, le problème est d'enjeu, mais peut-être justement parce qu'il n'est pas encore assez rentré dans le grand public, mais le sujet au sens strict, c'est-à-dire même pas simplement les conseils conso, mais le sujet du poisson au sens strict dans nos actes d'achat n'est pas encore aujourd'hui passé de manière assez forte, comme je le comparais tout à l'heure à la viande. Donc c'est en ça où les outils numériques doivent être accompagnés d'une démarche pédagogique qui passe au-delà. Alors j'entends et je m'inscris comme tout le monde dans cet état de fait que le numérique, oui, comme outil, comme usage, la ponctuelle, il remplit la mission qu'on lui a demandée. Par contre, il nécessite pour nous, en tant qu'ONG et chez Good Planet, de systématiquement l'accompagner d'autres démarches pédagogiques pour ne serait-ce sensibiliser sur le sujet au sens large et pas uniquement très précisément sur la consommation. Les gens passeront aussi, je pense, à la modification de leur comportement et d'actes d'achat s'ils sont globalement sensibilisés dans un premier temps à pourquoi les poissons sont en train de disparaître et comment notre comportement influe sur cette disparition des espèces. Je crois aussi que le numérique permet il y a un deuxième effet numérique, un deuxième effet de la transparence. C'est le fait que ça permet aux entreprises de se battre sur la qualité et pas seulement sur le prix. On le disait ce matin avec la couverture réseau des opérateurs, et c'est la même chose avec ce que fait 60 millions de consommateurs, par exemple. Ça influence les lecteurs, mais on sait aussi que ça influence l'industrie, ça tire l'industrie vers le haut. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'avec justement toutes ces informations disponibles, tous ces comparatifs, l'ensemble de la production va se battre sur la qualité des produits, va essayer d'être noté A et B plutôt que C et D, et que ça va justement permettre de toucher tous les consommateurs qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas sensibles à tous ces outils numériques. Et c'est marrant, je me faisais exactement la même réflexion ce matin en écoutant M. Soriano. Finalement, tout ce qu'il a dit sur les données, le téléphone, ça pouvait s'appliquer à l'alimentation. Alors justement, je voulais rebondir là-dessus. Il a dit quelque chose de très très intéressant ce matin. Il y a des données d'intérêt public qui sont détenues par des opérateurs privés, et on va aller chercher ces données parce qu'elles sont d'intérêt public. Et là, dans le monde de l'agroalimentaire, c'est exactement la même chose. Il y a des données là-dessus, mais finalement, il n'y a pas grand-chose. On a fait une carte qui s'appelle « C'est emballé près de chez vous » qui permet de voir où sont fabriqués ou au moins emballés les produits. Alors, c'est une carte de France, c'est très intéressant de voir quelle usine fabrique quoi. Mais la question d'après, c'est oui, mais moi j'aimerais bien savoir les ingrédients, d'où est-ce qu'ils viennent. Le blé, est-ce que c'est du blé d'Eure-et-Loir ou est-ce que c'est du blé qui vient de complètement ailleurs? Les pesticides que l'agriculteur a mis, est-ce qu'on en retrouve là-dedans ou pas? Et pour moi, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes en tant que citoyen, en tant que consommateur. Je devrais avoir ces informations pour pouvoir choisir, c'est savoir quel biscuit au chocolat je vais acheter. Aujourd'hui, je ne les ai pas. Et donc, j'espère qu'on va de plus en plus
ouvrir ces données d'intérêt public, ces données d'intérêt général. Oui, parce que c'est quand même assez paradoxal de penser que ces données qui sont très importantes et qui sont d'informations obligatoires pour les industriels avec le règlement INCO, finalement, c'est les consommateurs eux-mêmes qui vont les chercher dans les magasins avec le risque que ça soit périmé, etc. Et surtout, c'est des informations partielles parce que on n'a pas du tout la qualité exacte des produits. Moi, ce qui m'avait frappé dans les crises sur les lasagnes Findus et autres, c'est pas tellement que la viande de bœuf passait par la Roumanie, la Crète, etc. C'est surtout qu'ils appelaient viande de bœuf quelque chose où en interne, ils appelaient ça du minerai de chair de bœuf, que c'était des os qu'on passait. Enfin, voilà, c'est ça que j'aimerais savoir. Moi, c'est pas En tellement... un mot, chacun pour conclure, parce que je vois que Marine commence à... Un petit, oui. Une dernière prise de parole pour tout le monde. Voilà, c'est ça, mais on va devoir conclure. juste en un mot, je reviens au thème de cette table ronde, la société civile s'empare des outils numériques. Est-ce que vous pensez que c'est bien, qu'il faut que ça soit, c'est la société civile qui est légitime, ce sont les consommateurs eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas des partenariats possibles aussi avec les industriels? Est-ce que leur image est trop entachée pour qu'on puisse travailler ensemble? C'est quand même... C'est bien que la société civile s'en empare, mais les industriels, ils l'ont l'information. Les distributeurs, ils l'ont. Alors, il y a effectivement ce problème d'information dite privée. Et puis, moi, dans mon cas, il y a aussi l'information dite scientifique, aussi, qui est difficile d'accès par moment. Il y a lever les freins de la difficulté d'accès de l'information privée, mais la science et les données produites par les chercheurs, on a aussi ce rôle de les amener. Et effectivement, je pense qu'on a ce rôle à s'associer. Et moi, je le vois aussi dans cette mobilisation aussi de tous les acteurs de la filière. Quand on vient me voir et qu'on me dit « Ouais, mais moi, je fais quelque chose de bien, il faut en parler aussi ». Et du coup, on a ce rôle-là aussi de porte-parole maintenant. Les ONG, comme plein d'ONG, c'est normal, on est là pour dénoncer des choses qui ne sont pas dans le bon sens ou qui ne sont pas bonnes. Mais maintenant, l'effet positif, c'est qu'on vient me voir en disant dans mon coin, moi, je fais quelque chose de bien. Et du coup, on a aussi cette responsabilité maintenant de dire aussi ce qui se fait de bien. Ce que les ONG, sans stigmatiser quelque ONG que ce soit, pendant longtemps ont systématiquement tapé sur ce qui allait mal. Maintenant, je trouve que ce qui est intéressant dans notre positionnement, c'est comment on peut valoriser les choses qui sont positives et qui se font. Et le numérique en ça peut nous aider aussi parce que ça nous donne un bel écho de diffusion. Les derniers mots pour Nicolas. Alors, à la question, est-ce qu'il faut que les gens, que les différents acteurs parlent ensemble et travaillent ensemble? Alors, moi, c'est très simple. En tant que chercheur, moi, je suis payé pour ça, on va dire. Je suis au service d'un système alimentaire, donc je dois à la fois parler avec les consommateurs et faire de la vulgarisation, mais aussi travailler avec le reste de tout le système alimentaire. Donc, au-delà du fait que je suis convaincu que du dialogue que le dialogue peut être une source de progrès. Ça, c'est ma conviction intime, mais dans ce domaine-là. Mais clairement, moi, je suis payé pour travailler avec tout le monde et être l'interlocuteur de tout le monde et faire avancer tout le monde. Voilà, on va s'arrêter. Non. Juste un mot alors. Juste un mot. Alors juste pour dire que nous, on est tout à fait prêts à accompagner tous les industriels, producteurs présents dans cette salle qui voudraient ouvrir leurs données. Et je pense que tout le monde a intérêt à plus de transparence. Merci beaucoup à tous. Merci à vous trois.